Bonjour tout le monde. Ici, on va présenter le théorème de Stokes. Un théorème très important dans le calcul vectoriel intégral. Le théorème de Stokes, en fait, c'est une généralisation du théorème de Green. Le théorème de Green, tel qu'on l'a vu, c'était dans le plan. Et le théorème de Stokes, c'est une généralisation de Green à l'espace. C'est-à-dire, le théorème de Stokes se passe dans R3. Alors, voici le théorème de Stokes. Qu'est-ce qu'il dit? Si on a une surface régulière par morceau de classe C1 orientable, et si on a un champ de vecteur de R3 dans l'espace, et qui est contenu sur un ouvert qui contient à la fois S et son bord, alors l'intégrale curviligne de f de R selon le bord de S, elle est égale à l'intégrale sur S de rotationnel de f. L'intégrale de surface du rotationnel de f sur S. Bien, ici, puisqu'on parle d'intégrale curviligne d'un champ vectoriel, donc on a besoin de l'orientation de la courbe. Et là, c'est l'intégrale de surface d'un champ vectoriel. Le rotationnel de f, c'est un champ vectoriel. Donc là aussi, on a besoin de l'orientation de la surface S. Bien, alors, donc ici, pour avoir cette égalité, dans le théorème de Stokes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'orientation de S, par sa normale unité n, parce que soit une normale, soit l'autre dans l'autre opposé, il faut que cette orientation soit compatible avec l'orientation du bord de S, de la courbe, bord de S. Donc, ça, c'est la partie la plus déroutante dans ce théorème. Bon, alors, c'est quoi cette compatibilité? Ça veut dire que lorsqu'on a un observateur qui se déplace sur le bord de S, avec sa tête dirigée selon la normale n qu'on avait choisie, pour S, il laisse la surface S à sa gauche. Bien, aussi, donc, pour cette histoire d'orientation, vous pouvez voir la vidéo sur l'orientation d'une demi-sphère et de son bord, l'orientation d'un cône et de son bord, d'un cylindre. Donc, vous pouvez revoir ces vidéos. Donc, là, c'est la partie la plus, disons, compliquée. Alors, bien, alors maintenant, une fois on a bien compris cette histoire d'orientation, donc l'intégrale sur le bord de S, f de R, l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle, donc on peut écrire comme ceci, puisque f c'est PQR, c'est l'intégrale de surface du rotationnel de f, et le rotationnel de f, on rappelle que c'est le champ vectoriel dont les coordonnées sont dr dy moins dq dz, moins dr dx moins dp dz, et puis la troisième coordonnée, dq dx moins dp dy. Pour les définitions de rotationnel, on peut revoir la vidéo sur les champs vectoriels. Donc ici, c'est dans R3, et si on est dans n, pour n égale à 2, si on est dans le plan, donc ça va être ici P, P et Q, il n'y a plus de R, R0, et le rotationnel dans R2, c'est dQ moins dP, dQ sur dx moins dP sur dy, et là on retrouve le théorème de Green dans le plan. Et alors maintenant, réécrivons cette égalité. Donc l'intégrale, si on a une paramétrisation de la surface. L'intégrale curviligne de f sur le bord de S, c'est égal à l'intégrale sur S du rotationnel. Donc si j'appelle grand G ce champ de vecteur rotationnel, donc ça va être l'intégrale de surface de G
ça va être donc G de sigma UV, scalaire, vecteur normal, sigma U, vectoriel, sigma V. Bien, voilà. Donc, et là, pour le sens de parcours, si on utilise la définition mathématique, donc le sens de parcours de D rond S du bord est celui induit par sigma, et c'est donc celui obtenu en parcourant positivement le bord de D. Donc pour ceci, on peut revoir la vidéo sur l'orientation des surfaces, la partie théorique. Bien, alors, donc le théorème de Stokes, il nous dit que pour calculer la circulation d'un champ F selon une courbe C, il suffit de prendre n'importe quelle surface S, dont le bord est C. S et son bord c'est C. Pour une courbe C, il existe plusieurs surfaces qui ont ce bord-là. Donc on choisit une surface qui convient, qui va nous donner des calculs plus simples. Bien, maintenant on passe à l'application. Donc vérifier le théorème de Stokes pour F égale x carré y3, le champ vectoriel x carré y3, en Z. Et S, c'est cette surface-là. D'abord, ici, il faut comprendre l'exercice. Vérifier le théorème de Stokes, c'est-à-dire, ici, il faut calculer les deux intégrales. Il faut calculer l'intégrale curviligne de F, et puis l'intégrale de surface de rotationnelle de F, et bien sûr qu'on va les trouver égales. Ils ont la même valeur. Après, maintenant, S, c'est quoi? S, l'ensemble des x, y, z, tel que x carré plus y carré z carré égale à r carré. C'est les coordonnées, paramétrisation d'une sphère, x carré plus y carré plus z carré égale r carré. Une sphère de centre de rayon R. Et Z, mais Z est supérieur à 0. De centre O, la sphère, mais Z, que les Z positifs, c'est-à-dire c'est la demi-sphère supérieure. Donc ici, S, c'est la demi-sphère supérieure de centre O et de rayon grand R. Bien, voilà. Donc demi-sphère supérieure. Alors, on peut revoir ici, pour pouvoir appliquer le théorème de Stokes ici sur la demi-sphère, on peut revoir la vidéo sur l'orientation de la demi-sphère et de son bord. Bien, c'est donc la demi-sphère, c'est quoi le bord? Donc le bord, c'est le cercle, ce cercle-là, qui se trouve sur le plan XOY et de rayon R. Alors, vérifier le théorème de Stokes, donc on va calculer les deux intégrales. Donc on va ici commencer par calculer l'intégrale du rotationnel de F, l'intégrale de surface du rotationnel de F. Alors, la définition d'une intégrale de surface. Donc ça, c'est le champ de vecteur, c'est grand G. Donc ça va être G de sigma UV, scalaire, sigma U, vectoriel sigma V. La définition de l'intégrale de surface. Alors ici, donc on doit trouver ce que c'est que UV. On doit calculer le rotationnel de F. Voilà. Donc pour calculer
cette intégrale de surface. Bien, alors donc ici, c'est quoi UV? On a une demi-sphère et donc j'ai déjà fait apparaître donc la solution. Là, il faut penser aux coordonnées sphériques. Donc, une paramétrisation de la demi-sphère, S de rayon R, les coordonnées sphériques, R cos θ sin phi, R sin θ sin phi et R cos phi. Donc, le θ c'est l'horizontal et le phi c'est le vertical. Bien, le R il est fixé, hein, c'est la demi-sphère, c'est que la coquille supérieure. Le cos θ, le θ, il va de 0 à 2π, hein, un tour. Et le phi, hein, il va de quoi à quoi? Il va de 0 à pi demi. C'est-à-dire, c'est que la supérieure. C'est que la demi-sphère supérieure. Et donc, on a bien une surface, vous voyez, de variables. Donc, d égale 0,2 pi croix 0 pi demi. Bien, alors, donc, la normale, induite par cette paramétrisation, c'est quoi? Sigma θ vectoriel sigma phi, donc, et qui est égal, hein, donc revoir les surfaces usuelles et la demi-sphère, c'est moins R sinus phi multiplié par sigma de θ phi. Donc, ça fait moins R carré cos θ sin carré phi moins R carré sin θ sin carré phi moins R carré sin phi cos phi, c'est une normale rentrante. Bien. Alors maintenant, calculons le rotationnel. Donc le rotationnel de F, c'est le déterminant, on doit calculer ce déterminant selon IJK. De dériver par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, et là on écrit PQR et on calcule ce déterminant. Donc PQR, hein, le F c'est PQR, le champ de vecteur PQR. Bien, alors donc c'est égal à quoi? Donc on calcule ce déterminant, donc selon I, on supprime ligne et colonne, et c'est un plus. La dérivée de z par rapport à y, c'est combien? C'est 0, hein, puisque z ne dépend pas de y, moins la dérivée de 1, une constante par rapport à z, c'est 0. Donc selon i, c'est 0. Selon j, on supprime ligne et colonne, hein, ligne et colonne, et donc moins. Ce déterminant d'ordre 2, la dérivée de z par rapport à x, c'est 0, moins la dérivée de x carré y3, hein, qui ne dépend pas de z par rapport à z, donc encore 0. Et la dernière, selon k, donc on supprime ligne et colonne, et c'est un plus, la dérivée de 1 par rapport à x, c'est 0, moins la dérivée de ça par rapport à y. Donc la dérivée de ça par rapport à y, ça fait x carré fois la dérivée de y3, c'est 3y carré. Donc c'est moins 3x carré y carré. Voilà le rotationnel de f en x, y, z. Hein? Rotationnel de f, c'est un champ de vecteurs qui dépend de x, y, z. En fait, c'est comme si on écrit, c'est rotationnel de f du triplet x, y, z est égal à 0, 0, moins 3x carré, y carré. Bien, donc maintenant, pour calculer l'intégrale de surface qu'on a vu, donc on a besoin du rotationnel de f sigma θ phi. Donc on doit remplacer ici x par R cos θ sin phi et Z et Y par R sin θ sin phi. Là, si je me trompe pas. Donc il faut remplacer par les coordonnées sphériques.
Donc, ça va nous faire moins 3R4 cos carré θ sin 4 phi sin carré θ. Et on doit multiplier aussi par le vecteur normal sigma θ scalaire vectoriel sigma phi. Là, c'est sigma phi. Donc, c'est le rotationnel de F, il est là, multiplié par sigma θ, sigma phi. Sigma θ, sigma phi, il est là. C'est-à-dire scalaire. Donc, on va faire première fois première, deuxième fois deuxième, plus troisième fois troisième. Et donc, ça va nous donner ceci. Hein. De toutes les façons, première fois première, ça fait 0. Deuxième fois deuxième, ça fait 0. Et donc, il reste que la dernière. Donc, ça fait la troisième composante de ce vecteur multiplié par la troisième composante du vecteur sigma θ vectoriel sigma phi. Ici, c'est phi. Et là, c'est phi. Donc, c'est égal à ça. Bien, maintenant, donc, il nous reste l'étape calcul. On doit calculer cette intégrale double. On a ici θ et phi sont des variables indépendantes. Donc, on peut séparer ces intégrales. Le phi, il varie de 0 à pi demi. Le θ, il varie de 0 à 2 pi. Bien, alors donc, on va calculer donc cos carré sin carré θ. Ouais, on va avoir une intégrale en θ, où il y a cos carré fois sin carré. Et puis l'intégrale en phi, ça va être sinus 5 phi fois cos phi. Donc de la forme f5 f', à une constante près. Donc pour calculer cette intégrale en θ, on va linéariser. Donc cos carré θ, donc ça fait cos θ fois sin θ. Le tout au carré, et cos θ fois sin θ, c'est sinus 2θ divisé par 2. Et donc, ça nous fait le 1 quart de sinus carré θ, sinus carré 2θ, et sinus carré 2θ, c'est 1 moins cos 4θ divisé par 2. Hein, rappelez, sinus alpha, c'est 1 moins cosinus 2 alpha divisé par 2. Et donc, en remplaçant, ça nous fait le 1 quart fois 2, ça fait 1 huitième, 1 moins cosinus 4θ, ceci l'intégrale en θ, puis l'autre en phi. Donc celle en phi, ça fait sinus 6 phi divisé par 6, hein. La dérivée de fn, c'est n fn moins 1 fois f'. La dérivée de sinus, c'est bien cosinus. Et puis, la primitive de ça, la primitive de 1, c'est θ, entre 0 et 2 pi. Et la primitive de cos 4θ, c'est sin 4θ divisé par 4. Voilà. Et donc ici, le θ entre 0 et 2 pi, ça fait 2 pi. Le sinus 4θ, ça fait le sinus 8 pi moins sinus 0, hein, 0 moins 0. Donc, c'est là, ce terme s'annule. Et puis ça, c'est quoi le sinus de pi demi? C'est 1. Donc, ça fait là 1 sixième moins le sinus 0, c'est 0. Donc, ça fait combien? Donc, ça fait 3 huitièmes fois R6 fois 2 pi fois 1 sixième, c'est-à-dire pi R6 divisé par 8. Et maintenant, calculons l'intégrale curviligne de f selon le bord de S. Alors, le bord de S, c'est quoi?
Le bord de la demi-sphère supérieure, c'est le cercle qui se trouve dans le plan XOY. C'est le cercle de centre O et de rayon R, qui se trouve à la hauteur Z égale 0, donc dans le plan XOY. Pour l'orientation de la courbe du cercle, le bord de S, donc le sens de parcours de ce bord, qui est compatible avec cette paramétrisation de S, par les coordonnées sphériques, c'est le sens des aiguilles d'une montre vue d'en haut. Et pour ça, vous pouvez revoir la vidéo sur la demi-sphère et son orientation, l'orientation de la demi-sphère et de son bord, c'est-à-dire les orientations compatibles de la sphère et du bord pour la demi-sphère. Et donc c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et alors une paramétrisation, donc on a besoin d'une paramétrisation de ce cercle-là, de ce bord qui est cercle. Donc une paramétrisation du bord de la courbe, ça va être la paramétrisation du cercle, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens négatif. Donc au lieu d'aller comme ça, on va comme ça, c'est-à-dire c'est moins θ, R cos moins θ, et là R sin moins θ. Tout ceci, c'est des rappels de la première partie sur les courbes et les courbes usuelles. Donc ici, c'est Z égale 0. Pardon, ici, c'est pas Z égale 1, c'est Z égale 0. Dans le niveau X au Y. Voilà. Donc, c'est une paramétrisation du bord. Et dx, donc on a x, c'est ça. Donc dx, c'est r. La dérivée de cos, c'est moins sin. Et la dérivée de sin, c'est cos. Donc ça nous fait dx, c'est égal à moins r sin θ dθ. dy, c'est moins r cos θ dθ. Et dz, c'est 0. De toute façon, z, c'est 0. dz, c'est 0. Et θ, il est compris entre 0 et 2π. Maintenant, donc, on va calculer cette intégrale curviligne. Donc, ça nous fait p dx plus q dy plus r dz. Le f, c'est x carré y3 en z. Et on va remplacer chacune par sa valeur en coordonnées sphériques. Donc, ça nous fait x, donc c'est r cos θ, y moins r sin θ, dx moins r sin θ dθ. Là, le dy, c'est moins r cos θ dθ, et plus le z, c'est 0. 0 fois quelque chose, c'est 0. Donc, c'est égal à cette intégrale simple. Et puis, on calcule. Donc, ça nous fait quoi? Donc, on calcule. Ici, on a deux parts. Donc, là, il y a le r carré, un r carré et un r carré. Ici, ça fait r6. Non, plutôt r carré fois r3. Ça fait r5 fois r. Ça fait r6. C'est pareil avec celui-là. Donc, il y a le r6 qui sort. Et qu'est-ce qui reste là? Donc, sinus puissance 3 fois sinus, ça fait sinus 4. Et cos carré de θ. Et puis pour l'autre partie, donc ça fait l'intégrale de r cos θ dθ. Bon, il faut écrire. Bien. Alors maintenant, donc le calcul, celle-là, à quoi c'est égal? C'est moins sin θ entre 0 et 2π. Ah, plutôt sin θ, pardon. Une primitive de cos θ, c'est sin θ. Entre 0 et 2π. Sinus de π, c'est 0.
sinus 0 c'est 0. Donc cette intégrale est nulle. Il reste à calculer celle-là. Donc sinus 4, il faut linéariser donc cette partie-là pour calculer. Donc on a sinus 4 θ cos carré θ. Donc ça nous fait sin carré cos carré fois sin carré. Et ça c'est sinus 2θ sur 2 au carré fois 1 moins cos θ sur 2. Et donc ça fait sin carré θ sur 4. Avec le 2 ça fait 8. Fois, donc cos θ, donc fois 1 moins sin carré 2θ fois cos 2θ. Bien, alors donc ici on peut encore linéariser, ça nous fait c'est 1 moins cos 4θ sur 2. Et là, c'est de la forme f carré fois f prime. Donc c'est égal à l'intégrale. Bien, je reviens. Donc là, l'intégrale de 1 demi, donc c'est 1 demi de θ entre 0 et 2 pi, donc ça va être 2 pi sur 2. Puis le cos 4θ, une primitive, c'est sin 4θ sur 4. Entre 0 et 2 pi, ça va faire 0. Hein, puisque sinus 8 pi c'est 0 et sinus 0 c'est 0. Et là, ça fait sinus cube 2θ hein, divisé par 6. Voilà. Entre 0 et 2 pi. L'autre, on avait dit que c'était nul. Et donc, ça nous fait pi r6 sur 8. Hein. Sinus 2θ, ça fait sinus 4 pi, c'est 0. Et là, sinus 0, c'est 0. C'est-à-dire, bon, celle-là, c'est nul et celle-là, c'est nul. Il ne reste que ça. Entre 0 et 2 pi, là, ça fait 2 pi. Donc, ça fait pi r6 sur 8. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé pour l'intégrale de surface de rotationnelle de f. Donc ça fait une petite vérification du théorème de Stokes.